Faustine Fleuret, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Bonjour. On est très content de te revoir sur la chaîne 8 mois plus tard. C'était avril 2022, oui, c'est ça. Ouais, avril, environ 8 mois, bon, une éternité dans l'écosystème crypto. Il s'en est passé des choses depuis. L'effondrement de Terra Luna, l'effondrement de Celsius, de 3AC, de Voyager, maintenant de FTX. Pas que des bonnes nouvelles, oui. Alors, est-ce que le cauchemar est terminé et est-ce que la réglementation européenne va nous sauver de tous ces déboires ? Alors, il s'est aussi passé des choses du point de vue de la réglementation européenne depuis le mois d'avril. Le fait notable, c'était les accords politiques sur MiCA et sur TFR en juin, in extremis avant la fin de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Mais c'était un souhait de la France d'être moteur et d'avoir cette victoire sous sa présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc tout se met en place et ça, il convient de le rappeler quand on entend beaucoup de messages et d'appels à la réglementation, voire la surréglementation actuellement dans le contexte de la faillite de FTX, ce qui ne semble pas vraiment, en tout cas en Europe, la solution. En l'occurrence, c'est ce qu'a dit récemment Christine Lagarde et Aurore Lalucq. C'est la réalité du secteur crypto, c'est la faillite de FTX et il faut réglementer les cryptos plus durement. Et elle en appelle déjà à un MiCA 2 qui serait plus contraignant que la réglementation MiCA qui n'est pas encore en vigueur. Oui, mais est-ce que FTX était en Europe ? Non. Exactement. Donc, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que FTX a eu lieu parce qu'il n'y avait pas de réglementation ou est-ce que la réglementation était inadaptée et ça a créé comme ça des monstres offshore ? Alors d'une part, les fraudes commises sont plutôt du ressort du droit existant que l'absence de réglementation de marché de cryptoactifs. C'est une escroquerie, c'est des fraudes, c'est des conflits d'intérêts, c'est des arnaques plutôt classiques en réalité. Donc c'est pas tant du ressort d'une réglementation des marchés de cryptoactifs. Ensuite, ici, il faut de la réglementation. La question, c'est où ? Puisque de la réglementation, on en a en France, on est en train de la mettre en place en Europe, mais effectivement, on n'en a pas partout. Et donc, tant qu'on n'a pas une harmonisation de la réglementation au niveau international, clairement, ça sera beaucoup plus simple pour des acteurs pas très crédibles ou qui ont envie de cacher des malversations de le faire et de néanmoins s'adresser au public français et européen de là où ils sont, puisqu'on le sait, on a très peu de supervision et de contrôle aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a des PSAN, des prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France qui font face à de la concurrence déloyale. Mais là, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, du coup, cette harmonisation, et on sait qu'elle est impossible. En gros, les cryptos, il n'y a rien de nouveau, la réglementation financière... Les réglementations aujourd'hui, comme c'est un marché global, géopolitique, etc., elle n'est pas possible, la réglementation. Enfin, il y aura toujours une théorie des jeux qui fait que certains pays réglementent plus que d'autres. Donc, est-ce que c'est pas plus dangereux dans ce genre de secteur archi-innovant de trop réguler que de pas réguler du tout ? Parce qu'en fait, tu conserves au moins un certain nombre d'acteurs. Alors certes, c'est pas le cadre réglementaire que tu aurais aimé, mais au moins tu les as sous ton aile ou en tout cas près de toi et il se passe quelque chose, c'est mieux que ça soit en Europe qu'aux Bahamas. Effectivement, dans les propos de la présidente de l'autorité des marchés financiers récemment, on a l'impression que l'AMF découvre que les marchés crypto sont sans frontières et que donc la réglementation, si elle est effectivement fragmentée, elle n'est pas efficace. Donc c'est un combat politique qu'il faut mener. Si la France est cohérente avec ses ambitions de base, à savoir avoir un cadre précurseur, puis impulser celui au niveau de l'Union européenne, elle devrait mener ce combat politique. Surtout si, parce que c'est ce qu'on entend aussi, effectivement c'est grave ce qui s'est passé, il y a des Français, des Européens, beaucoup de monde qui s'est fait léser. L'enjeu c'est la protection de l'investisseur pour l'adoption massive et pour que les gens adoptent sereinement la crypto. Donc si c'est ça l'objectif, puisque c'est ça qu'on appelle, avec ce surplus de réglementation que l'on demande, il faut cette harmonisation. Il faut limiter la fragmentation réglementaire. Donc, si la France est cohérente avec ses ambitions, si l'Europe est cohérente avec ses ambitions, elle devrait mener ce combat. C'est ensuite, derrière, en pratique, extrêmement compliqué, parce que la supervision, il faut l'outiller, il faut des ressources, il faut comprendre le fonctionnement des marchés, il faut s'intéresser aux nouveaux modes de marketing agressif. Et là encore, on a l'impression que... Pareil, quand la présidente de l'AMF dit que les jeunes sont appâtés par les influenceurs, on a l'impression qu'elle découvre le sujet, alors qu'on alerte depuis très longtemps sur le fait qu'effectivement, il y a des acteurs de là où ils sont qui démarchent activement le public français,
qui ne sont pas inquiétés et qui demain pourront très bien le faire dans l'Union européenne grâce à la reverse solicitation. Justement, voilà, je voulais que tu nous en parles. Explique-nous un peu ce que c'est que la reverse solicitation et le problème derrière ça. Alors très concrètement, c'est un concept qui existe dans la finance traditionnelle, qui a été reproduit dans la réglementation des marchés de cryptoactifs et qui permet à une entreprise qui n'est pas établie dans l'Union européenne de ne pas se mettre en conformité avec notre réglementation si elle ne démarche pas activement les clients, c'est-à-dire ça ne va pas les solliciter directement. Ce qui n'empêche pas en face un client français ou européen d'aller bénéficier des services de cet acteur, si c'est lui qui en fait la demande et la démarche de son côté. Le problème avec ça, c'est qu'on peut tout à fait abuser de cette notion de la reverse solicitation, c'est-à-dire je suis établi en dehors de l'Europe, je dis, mais je le fais, je dis je ne sollicite pas activement le marché français, je le fais. Parce que je ne fais pas publicité en France, je ne démarche pas activement en France. Sauf qu'il y a des acteurs qui le font, tout en disant non, mais je le fais pas, parce qu'à monitorer c'est compliqué. À superviser, c'est compliqué. Enfin, on sait en France que l'AMF a très peu de ressources pour la supervision des marchés cryptoactifs. Donc, ils abusent de cette notion de reverse solicitation pour ne pas être en conformité tout en s'adressant au marché français. Et ça, c'est une notion qui a été réintroduite dans la réglementation européenne, contre laquelle on s'est opposé. On voulait soit la retirer, soit à minima l'encadrer très strictement par rapport au nouveau marketing qui n'existait peut-être pas au niveau... quand on a pensé à la réglementation des marchés financiers traditionnels, les marchés se sont considérablement numérisés. Effectivement, il y a beaucoup moins de frontières qu'avant, surtout dans le monde numérique que l'on connaît. Donc elle est plus compliquée. C'est beaucoup plus compliqué. Et malgré tout, l'Union européenne a décidé de conserver cette brèche, mais qui en réalité est une énorme brèche pour que les acteurs contournent. Tout le monde s'y engouffre. C'est le risque, parce que ça se passe déjà en France, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas quand il y aura la réglementation européenne. Mais en France, on le voit déjà, des acteurs qui se cachent derrière ça pour dire non, mais je n'adresse pas le marché français. Donc comme dit souvent Alexandre Savchenko, on aura un très beau cadre, mais personne à mettre dedans. Si on n'a pas d'arbitre, oui. Et c'est tout le problème, c'est que... Donc l'arbitre, c'est plutôt dans le corps, en tout cas la cyberpolice. Exactement. Donc appeler à la réglementation... Pourquoi pas ? Bon, déjà où ? Ça, c'était le premier sujet. En France, en Europe, on a fait le taf. Donc, ça serait bien que les autres juridictions s'harmonisent sur nos propres standards. Et comment on fait pour s'assurer que c'est crédible de mettre en place une réglementation chez nous ? Donc, avec des gens qui s'assurent qu'elle soit appliquée. Et parce que là, ça me fait vraiment penser à un meurtre dans un village et on appelle à créer des lois supplémentaires au lieu d'arrêter le mec. Ou en tout cas, de ne pas avoir une force de l'ordre qui permette d'empêcher ce genre d'acte. Et en pensant à écrire un nouveau texte, on pense pouvoir limiter ce genre d'abus, mais absolument pas en fait. C'est pas parce qu'il existe des règles qu'il n'y a plus de fraude, qu'il n'y a plus de malversation. Si seulement, ça serait bien. Ça serait bien. Ouais. C'est parce qu'il y a un risque de sanction derrière, qu'on risque de se faire prendre la main dans le sac. Donc non, mais il faut vraiment arrêter de stigmatiser les entreprises françaises et européennes qui n'ont rien à voir dans ce qui est en train de se passer, qui sont en plus en train de subir des graves conséquences, à la fois direct l'impact de la faillite d'FTX, mais aussi parce qu'il y a une crise de confiance et de réputation énorme qui est en train de se matérialiser autour de la crypto, parce qu'on en profite pour faire l'amalgame entre ce qui s'est passé et en mettant dans le même sac l'innovation technologique alors que ça n'a rien à voir, l'ensemble du secteur alors qu'on n'explique toujours pas aux gens qu'il existe des acteurs mieux encadrés que d'autres et que en fait c'est les nôtres qui sont les mieux encadrés, donc ça serait bien d'en faire la promotion. Et en plus on est en train de dénigrer la réglementation qu'on a faite en France et de passer sous silence qu'on a fait tout le travail nécessaire en Europe pour avoir un cadre efficace. Et d'ailleurs, les parlementaires européens, l'autorité européenne des marchés financiers hier rappellent que ce qui arrive avec MiCA, pour la protection de l'investisseur, pour la lutte contre les abus de marché, c'est le cadre adapté. Mais c'est normal, il est inspiré de la réglementation financière traditionnelle. Avec MiCA, il n'y a pas de FTX. Si un acteur avait l'agrément MiCA, comme il va avoir lieu dans 18-24 mois, l'affaire FTX n'aurait pas pu avoir lieu. On peut pas être aussi assuré parce que... bien sûr, comme tu disais, une loi ne fait pas tout. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, s'il y a un cadre, bon, déjà, c'est censé être un peu plus dissuasif. Ensuite, s'il n'y a pas de cadre,
aux Bahamas ou ailleurs, bon, bah, on peut le faire d'ici, il n'y a aucun souci, si on s'adresse au public français européen. Puis si on n'a pas de superviseur pour faire appliquer les règles européennes, donc on ne peut pas être aussi assuré, parce que les règles, c'est qu'une partie du dispositif qui va permettre la protection de l'investisseur, la lutte contre les abus de marché, la lutte contre la criminalité financière. Et du coup, tu disais en juin, ce texte MiCA est passé. Est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement, pour ceux qui nous écoutent, au moins le processus législatif européen, parce qu'il y a eu quand même une longue discussion avant, on n'est toujours pas en fait live, MiCA n'est pas implémenté et live vraiment sur le terrain. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant et dans le Parlement européen, comment on décide de MiCA et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Tu pourrais en parler, je pense, pendant 3 heures, mais très rapidement pour que les bases soient mises. Alors, comment a commencé MiCA ? D'abord, c'est la Commission européenne qui a consulté le secteur pour savoir, bon, j'aimerais bien faire une réglementation des marchés de cryptoactifs, j'ai plein de questions. Voici mes questions, quelles sont vos réponses pour m'aider ? Ça, c'était 2019-2020. Le temps de dépioter les réponses, septembre 2020, la Commission européenne propose un projet MiCA, vraiment le premier projet de réglementation Markets in Crypto Assets, également en phase de consultation du secteur, où on peut dire le régime des stablecoins, ça semble quand même super strict. La liste d'EPSAN, oui, c'est cohérent avec le fonctionnement du marché, etc. À ce moment-là, les autres institutions européennes, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, se saisissent de la proposition de la Commission européenne, font leur amendement en disant oui, ça aussi c'est bien, ça c'est moins bien, proposent leur version, ce qu'on appelle le texte de compromis. Donc il y a le texte de compromis du Parlement européen, le texte de compromis du Conseil de l'Union européenne. Donc on se retrouve avec 3 textes à ce moment-là, Commission européenne, Conseil, Parlement. Les 3 institutions se mettent autour de la table et c'est là que commencent les trilogues. Parce qu'il y a 3 versions de MiCA et il faut aboutir qu'à une seule. Donc le trilogue concernant MiCA s'est terminé donc, en juin, au moment, et c'est pour ça qu'on a parlé d'un accord politique, au moment où les institutions européennes sont mises d'accord sur, grosso modo, qu'est-ce que serait MiCA. Mais à ce moment-là, on n'avait toujours pas le texte drafté. On avait les grandes lignes. On savait que la DeFi serait exemptée, que les NFT ne seraient pas par principe dans MiCA, que le régime des stablecoins serait abominable. Bon, en gros, c'était ça. On va creuser tous ces sujets après, mais au moins tu avais ces grandes lignes là. Okay. On a la vision politique en juin 2022 de ce que serait MiCA, c'est-à-dire les institutions européennes sont mis d'accord. Ils ont continué à travailler, donc là on était plus sur des échanges techniques pendant l'été, mais qui avaient déjà commencé avant avec les discussions politiques. Le but c'est que maintenant on est en train d'adopter MiCA. Il y a eu une première phase d'adoption par le Conseil de l'Union européenne et par une des commissions du Parlement européen, la commission Econ. Maintenant, il faut présenter en plénière du Parlement européen et au Conseil. C'est la grande salle qu'on voit avec tous les députés. Okay. Voilà. Souvent vide, mais c'est l'étape finale. Voilà. Là, on aura l'adoption définitive. Quand c'est adopté définitivement... Mais ça n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas eu encore le vote en salle plénière de MiCA. Non. A priori, mais normalement, serait, on ne retouche plus le texte. C'est ça qui doit être voté. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si c'est rejeté, si c'est pas voté ? Alors, il faut retravailler. Ensuite, il y a peu de chances que ça arrive. Parce que justement, pourquoi ça a peu de chance ? Parce que par rapport au process, le okay. trilogue qui a eu lieu, justement, c'était pour se mettre d'accord. Ensuite, c'est l'adoption. Si la vision politique est bien traduite techniquement dans le texte qui est adopté, il y a très très peu de chances que ça se passe. Est-ce que les événements FTX, Terra Luna et Tutti Quanti pourraient du coup inciter les députés à dire non, en fait on rejette celui-là et on repart parce qu'on veut quelque chose de plus contraignant ? Encore une fois, à part quelques parlementaires européens que l'on connaît un peu sceptiques sur le sujet, ceux qui se sont exprimés ont plutôt rappelé que MiCA était un cadre tout à fait adapté et suffisant. Mais c'est normal, c'est des standards... Ils se sont exprimés là sur la page. J'ai pas... Tout à fait, il y a eu plusieurs députés qui ont tweeté. Okay. Il y a eu une réunion spéciale. Juste le négatif, il faut plus de régulation, la réalité du secteur CFTX, ça il y a eu, mais il y a eu aussi le son de cloche inverse. Tout à fait, qui est d'ailleurs le son majoritaire. C'est bon à savoir, parce que c'est vrai que ce genre de tweet négatif fait écho sur Twitter, par exemple, c'est beaucoup retweeté, c'est beaucoup commenté, etc. Alors que les personnes qui disent c'est pas si grave, en fait, ça crée moins le buzz et du coup ça ressort moins malheureusement. En fait, si on dit le contraire, si on dit que MiCA c'est pas bon,
en fait, on dénigre totalement les standards réglementaires traditionnels dont s'inspire MiCA. Parce que MiCA, c'est ni plus ni moins avoir regardé MiF 2, qui est la réglementation des marchés financiers traditionnels, avoir pris des choses dans MiF 2, avoir pris des choses dans les textes contre les abus de marché. On a quasiment copié-collé la directive monnaie électronique. Donc si on commence à dire MiCA, c'est nul, de façon très vulgaire, c'est en fait la réglementation traditionnelle que l'on dénigre. Pas si Madoff, par exemple, l'affaire Madoff a entraîné de nouvelles réglementations. Est-ce que après le scandale, il y a eu... personne n'a appelé à une... voilà, c'était un Ponzi, genre un Ponzi. Oui. Qu'est-ce que tu veux expliquer et réglementer de plus dans un Ponzi? Par exemple, après la crise des subprimes, on a créé une réglementation des marchés dérivés. Ça, c'est vraiment la réglementation EMIR. Aussi, mais vraiment quelque chose qui n'était pas du tout réglementé avant, c'était les produits dérivés, avant 2008, où on a eu quand même 30 ans d'innovation financière pour pouvoir émerger des produits extrêmement complexes et dangereux. 2008, la crise. Et c'est vraiment là qu'on a appelé à une réglementation spécifique qui n'existait vraiment pas avant. Donc on a quand même souvent pris plus le temps que sur des sujets crypto. Ici, ça pourrait être plutôt une réglementation des stablecoins algorithmiques à la limite, qui serait plus liée à des produits dérivés. On pourrait faire le parallèle entre les deux, alors que FTX et Sam Bankman-Fried, c'est plutôt Madoff. C'est en gros comment tu veux réguler un Ponzi. Enfin, il n'y a pas besoin de texte supplémentaire, c'est juste illégal, et puis c'est pas un texte supplémentaire qui changera les choses. C'est une police, une sentence qui est dissuasive pour les prochains, etc. etc. Oui, voilà. Exactement. C'est l'arsenal en fait, c'est les textes, la police en face, la supervision, le fait d'avoir autorisé des acteurs sur les mêmes standards, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir en Europe. Il y a des autorités qui vont autoriser plus facilement que d'autres des entreprises. C'est pour ça, là, on s'interroge beaucoup sur FTX qui avait acquis une société, qui avait une licence qui lui avait été délivrée à Chypre en matière de services d'investissement. C'est vrai qu'on connaît ces juridictions où c'est plus facile d'avoir des autorisations qu'en France ou en Allemagne, par exemple. Ça aussi, c'est un sujet. Ce qui ne serait plus le cas, normalement, demain, avec l'harmonisation, au moins de la réglementation européenne. Alors non, parce que c'est pas parce qu'il y a harmonisation des règles qu'il y a harmonisation du superviseur, parce que ce sont toujours les autorités nationales qui vont autoriser. Donc ça veut dire que, en gros, les entreprises françaises iront voir l'AMF pour s'autoriser au niveau européen. Si les autorités chypriotes sont plus faciles et plus laxives, j'ai plus tendance du coup à aller faire mon agrément MiCA à Chypre et il sera valable le passeport Tout à fait. Pour toute l'Europe. Exactement. Donc il sera aussi valable en France. Tout à fait. Ok. Oui. Mais c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Okay. C'est déjà un sujet d'harmonisation aussi des personnes qui vont donner ces accréditations. Il y a une question qui se pose de supervision à l'échelle européenne. Alors, concernant les stablecoins, il y aura une supervision directe des autorités européennes et pas... Donc quoi, de l'ESMA, c'est ça Alors ce sera l'EBA plutôt, l'autorité bancaire européenne, qui pour les stablecoins dits significatifs, donc qui poserait un risque systémique par rapport aux autres selon certains critères. Dans le sujet, du coup, on ouvre MiCA, l'état actuel, commençons par les stablecoins, et là du coup stablecoin centralisé, n'est-ce pas? Alors c'est pas sûr, ça c'est la première question. Premier thème, premier chapitre, les stablecoins dans MiCA. Raconte-nous un peu, comment l'état final du projet de loi. Alors le régime des stablecoins sous MiCA, il s'articule en 2 sous-régimes, parce que l'Europe a défini les stablecoins en 2 sous-catégories, ce qu'on va appeler les Electronic Money Token, EMT. Donc là, ça va vraiment être les stablecoins qui sont backés 1 pour 1 avec des devises traditionnelles. Donc aujourd'hui, l'USDC, l'USDT, ce genre de stablecoin, qui est considéré comme EMT du coup dans la réglementation. Okay. Et en gros, les autres, qu'on va appeler les Asset Reference Tokens, donc ils sont backés par soit plusieurs devises, soit des cryptos, soit des comos, soit un mélange de tout. Donc là, plutôt la catégorie DAI, Liquidity, etc. Voilà. La première question qui se pose, c'est est-ce que seuls les stablecoins centralisés doivent se conformer à MiCA? Là, c'est pas clair, parce qu'on a d'un côté, dans le texte MiCA, écrit peu importe le mode de fonctionnement, peu importe si c'est un stablecoin algorithmique, MiCA s'applique. L'entité émettrice doit être compliant à MiCA. Ouais. Et donc, y compris les stablecoins décentralisés où il n'y a pas d'entité émettrice personne légale. Ça, dans le texte, il y a cette partie-là. Sauf qu'en même temps, dans MiCA, on dit
Pour les applications de finances décentralisées, donc on intégrerait les stablecoins dedans, MiCA ne s'applique pas et on va réfléchir à une réglementation ad hoc sur laquelle la Commission européenne doit plancher et proposer quelque chose 12 mois après l'entrée en application de MiCA. Donc toutes les plateformes, toutes les applications décentralisées où on avait Curve, etc. sont exclues parce que pour le moment on n'y a pas réfléchi et on ne sait pas trop comment les gérer. Et parce que MiCA n'est pas le bon véhicule, parce que MiCA c'est des règles contre des intermédiaires. Et dans la finance décentralisée, on ne fonctionne pas avec des intermédiaires. Il y a de moins d'intermédiaires possibles. Bah, du coup, là, l'Europe avait deux choix. Elle pouvait dire j'applique MiCA à la DeFi et donc je demande à réintermédier. Parce qu'en fait, ça imposerait d'avoir une personne légale. Interdit les stablecoins décentralisés. Et ça, c'est la question, parce que d'un côté, on nous dit les stablecoins, peu importe leur fonctionnement, ils doivent tomber dans MiCA, et dans l'autre, on dit la DeFi exemptée. Et donc, il faut rapprocher les deux. Parce qu'il y a des stablecoins en DeFi. En gros, il y a des stablecoins créés dans la DeFi, Tout à fait. la DeFi. Sauf qu'en fait, avec l'effondrement de Terra Luna, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la rhétorique des autorités et des banques centrales, l'Europe ne croit plus dans l'existence de stablecoins vraiment décentralisés. Donc d'ailleurs, ils parlent tout le temps de so-called stablecoins, et plus de stablecoins toujours, mais de soi-disant stablecoins les stablecoins décentralisés, c'est stablecoins algorithmiques, alors que pas du tout. Voilà, en fait, ils font l'amalgame entre Terra Luna, les stablecoins qui ne sont pas émis par des entités privées, automatiquement, ils s'effondrent à un moment donné. Donc ils n'y croient pas. Alors que c'est une sous-catégorie des stablecoins. Il y a les algorithmiques, les décentralisés, comme Maker, Liquidity, etc., et l'USD, et puis les centralisés qu'on connaît, USDC, USDT, etc. Ok, donc là, il y a un flou dans la terminologie et dans le phrasé de la loi. Il y a des contradictions, mais du coup, est-ce que les applications de DeFi, pour eux, excluent les stablecoins alors que un stablecoin peut être effectivement décentralisé, donc ça entre en contradiction avec... Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire si les stablecoins décentralisés sont... Concrètement, on risque quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, par exemple, un Paymium, CoinHouse, ou en tout cas tous les PSAN, les CASP PSAN, du coup... n'ont plus le droit de lister les stablecoins décentralisés, j'ai plus le droit d'en détenir. Alors en gros, ça voudrait dire pour l'émetteur, quand on est un émetteur stablecoin en Europe et qu'on doit se conformer à MiCA, il faut être établissement non électronique ou établissement de crédit pour pouvoir émettre ces stablecoins. Donc ça veut dire que si on dit que les stablecoins décentralisés sont dans MiCA, ça voudrait dire réintermédier avec une personne morale qui aurait cette autorisation de EME ou de EC. Et si c'est pas le cas, effectivement, ça veut dire que le stablecoin ne peut pas être distribué en Europe, donc ça veut dire pas de listing sur des plateformes qui sont CASP en conformité avec MiCA, et pas de distribution auprès du public européen. CASP, c'est Crypto Asset Service Provider. Tout à fait, c'est le PSAN PSAN équivalent, exactement. Ok. Et mais ça, c'est quand même un gros problème, ça. Oui, c'est un gros problème parce que du coup, c'est ça. Bon, encore DAI, enfin tous les stablecoins décentralisés, c'est pas forcément les paires principales sur les exchanges centralisés. Donc, je pense que ça passerait à la trappe et c'est pas la problématique la plus importante, je dirais. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais qu'est-ce que ça pourrait engendrer, cette interprétation un peu hasardeuse du texte sur les stablecoins décentralisés? Comme tout flou réglementaire, comme toute incertitude, quand il y en a, les entreprises, elles vont là où c'est un petit peu plus certain en matière de cadre. Donc en général, soit c'est parce qu'il n'y a pas de cadre, donc c'est un peu ce qu'on voit à FTX qui s'installe aux Bahamas, il n'y a pas de cadre, donc forcément c'est plus lisible. Ou alors un cadre qui est beaucoup plus clair. Comme en France, on a le régime PSAN qui est très clair. Tu fais un service sur actif numérique, tu t'enregistres. Donc, c'est ça, si j'ai envie de lancer une plateforme d'échange demain, en fait, je vais dire, je vais pas choisir l'Europe, je vais pas choisir un pays européen, je vais pas mettre mon siège ici à Paris, parce qu'en fait, demain, j'ai un risque que si je commence à lister des tokens et des stablecoins décentralisés, on vient de me taper sur les doigts. Alors, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus claires dans MiCA, notamment le régime des CASP/PSAN est assez clair, mais effectivement, si c'est pas clair le régime des stablecoins et qu'est-ce qu'on peut faire, je pense que pour les PSAN, ça sera plutôt ne peut-être pas s'aventurer sur ces actifs-là que de complètement délocaliser. Sauf s'il y a d'autres facteurs qui les embêtent. Exactement, donc passons aux autres facteurs qui pourraient les embêter. Donc la DeFi, on a dit qu'on a mis ça de côté. C'est une victoire pour vous, j'imagine.
parce que c'est tout du coup les acteurs, toutes les personnes qui ont travaillé avec les régulateurs à leur expliquer que c'était pas applicable, en tout cas. Donc qu'est-ce qui a fait mouche? Quels sont les arguments qui a fait que vous avez eu gain de cause? Alors déjà, en fait, si on reprend vraiment le début, la DeFi, c'était quelque chose qui était inconnu aux institutions européennes. Donc quand on a eu le projet MiCA de la Commission européenne, si tu n'avais pas de personne légale derrière les émissions ou les services que tu rendais, tu n'avais pas le droit d'exister en Europe. Et quand on avait posé la question, est-ce que c'est une intention d'interdire le développement de la DeFi en Europe? La réponse était non, en fait, on ne sait pas que ça existe. Donc, il a fallu faire de la pédagogie et ensuite faire comprendre l'intérêt parce que s'offrait à eux la double opportunité que j'exposais, soit de dire, bon bah, en fait, j'ai pas du tout envie de laisser des trucs décentralisés, des intermédiaires, donc je demande à réintermédier et je dis, bah, tu respectes MiCA et tu te débrouilles. En fait, c'est un peu ça. Ou, bah, ça a l'air intéressant, donc voyons comment réguler ça de façon adaptée. Donc c'est la deuxième voie qui a été choisie et heureusement. Effectivement, ce qui a fallu pousser, au-delà d'expliquer comment ça fonctionne, c'est à quoi ça sert et comment ça s'intègre dans le paysage existant de la finance. Et bah, c'est pas systémique, c'est des opportunités pour les business et les citoyens. C'est de toute façon, à chaque fois qu'il faut qu'on pousse, peu importe un sujet de réglementation ou de fiscalité, on peut expliquer par A plus B que cette règle, elle sert à rien ou qu'elle n'est pas adaptée. Derrière, pour matérialiser un changement, un amendement, c'est parce que la personne qui le porte, le parlementaire, le décideur, va comprendre concrètement ce que ça crée comme opportunité de création d'emplois, de préservation de la souveraineté, de création de richesse pour l'État. Parce que s'il n'y a pas ça, bon, travailler pour... on ne sait pas, parce que c'est un peu le sujet. Si on ne sait pas pourquoi on travaille, on sera beaucoup moins enclin à porter des amendements. Donc la DeFi, ce qu'on a réussi effectivement à faire, c'est d'expliquer pourquoi il fallait que l'Europe puisse permettre le développement de talents et de protocoles par des talents français et européens. Et ça, du coup, ça serait quoi? Ça serait dans MiCA 2 ou ça serait un texte... Enfin, par qui ça va être géré, du coup? Qui prend le lead sur la réglementation, si réglementation est possible, de la DeFi? Oui. Alors, MiCA 2, c'est un peu un abus de langage parce que pour l'instant, on n'a pas encore parlé de MiCA 2. Par contre, ce dont on parle dans MiCA, c'est des travaux de long terme que doit faire notamment la Commission européenne. Il y en a plusieurs. Et donc, l'un d'entre eux, c'est un rapport sur la faisabilité et la réglementation DeFi. Donc, est-ce que c'est possible de faire une réglementation de la DeFi et quelle serait cette réglementation? Ça, c'est un des rapports que la Commission européenne va devoir faire après la mise en application de MiCA 1, disons. Et on verra si c'est un MiCA 2 ou si c'est une DeFi regulation, enfin, peu importe le nom. Mais en fait, il y a d'autres choses que la Commission européenne va devoir travailler sur le long terme. Sur les NFT aussi, il y a la question de... Bon, par principe, ça aussi c'est une victoire qui a pu être obtenue. Par principe, les NFT ne sont pas des actifs numériques qui tombent dans MiCA. Ce qui ne veut pas dire que tous les NFT ne seront pas dans MiCA. D'ailleurs, il y a eu des précisions un peu de dernière minute avant la rédaction finale du texte où on voit que des NFT en large collection, en large série seraient dans MiCA. Donc, il y en a quand même dans MiCa. Ensuite, qu'est-ce que large, qu'est-ce que... Au départ, tous les NFT étaient mis en vrac dans MiCa et considéraient que tous les NFT étaient des actifs numériques. Alors que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de NFT, enfin, c'est une technologie hétérogène et il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément des actifs numériques. C'est comme réguler le papier comme des actions. Tous les papiers ne sont pas des actions. Donc, il a fallu expliquer que les NFT, en fait, c'est pareil, c'est un abus de langage de parler des NFT comme de quelque chose d'homogène. Donc expliquer que ça peut être énormément de choses différentes, plein de cas d'usage et d'acteurs derrière qui n'ont rien à voir avec des acteurs financiers, parce que MiCA, c'est une réglementation des activités financières sur les cryptoactifs. Donc les NFT, dans le cadre d'une supply chain, par exemple, ou dans le marché de l'art... a priori, ça n'a rien à voir avec des activités financières qui seraient encadrées comme des marchés financiers. On réglemente un NFT si c'est un actif numérique, mais comme si c'était un morceau de papier, un token, une chèvre ou n'importe quoi. C'est vraiment la réglementation suisse où le fond prévaut sur la forme. Au final, on s'en fiche de la technologie et du support. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. C'est que si on a une œuvre d'art...
qu'est-ce que ça fait dans Mika, en fait. Donc ça, sur les NFT, il y a aussi un travail de long terme pour ces NFT qui ne tomberont pas dans Mika, pour la Commission européenne de définir est-ce qu'il y a une régulation ad hoc à créer et laquelle. Ça va être un autre, on va dire un autre Mika 2 ou un NFT regulation, pareil, peu importe le nom. Et enfin, un des autres gros travail de long terme à faire par l'Europe, c'est le traitement environnemental des marchés de crypto-actifs, parce qu'on a évité, entre guillemets, le pire. Voilà. Il y a eu beaucoup d'idées qui avaient pu être débattues. On en avait parlé la dernière fois, justement, du coup, l'éventuelle interdiction des cryptos reposant sur des mécanismes de consensus ayant un fort impact écologique. Exactement. Et le raccourci était vite fait sur preuve de travail et sur Bitcoin. Tout à fait. Donc ça a été évacué de Mika. Donc dans Mika, il y a quand même des exigences en matière environnementale, à la fois pour les émetteurs et les PSAN, qui vont devoir donner de l'information sur l'impact environnemental des émissions qu'ils font ou des protocoles qu'ils utilisent pour rendre leurs services. Bon, ça c'est... Basique. Ouais, c'est basique, mais c'est quand même extrêmement... Enfin, ils vont mettre un chiffre, mais dans un white paper, si je lance une crypto ou quelque chose et que je dois évaluer l'impact environnemental de mon projet... Alors ça doit être précisé. Ouais, d'accord, mais tout le monde a conscience que c'est du bullshit. Alors... je mets un chiffre pour mettre un chiffre, mais l'évaluation, elle est... Tu vois, est-ce que vraiment les gens croient que le chiffre et l'évaluation qu'on en fait, enfin, c'est extrêmement compliqué, c'est un calcul... Mais ce qui n'est pas un sujet de marché crypto, hein. De toute façon, c'est des exigences qui se génalisent dans l'ensemble des pans de l'économie. Donc, par contre, le travail qu'il faudra faire, à nous de l'aider au niveau européen, c'est quels sont les critères, quelles sont les informations disponibles et qui sont de valeur, en fait, pour un souscripteur potentiel ou pour l'utilisateur d'un service. Par exemple, un Paymium, quand il liste donc une plateforme d'exchange crypto, liste Bitcoin, Ethereum et je sais pas, n'importe quel autre token, ils doivent du coup renseigner les informations aussi de l'impact écologique de cette crypto, d'avoir comme sur les paquets de céréales, le A vert jusqu'au F rouge. Alors, les grandes lignes, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est Mika, texte de niveau 1. Donc c'est le grand texte qui pose les lignes directrices. Ensuite, sur des dispositions comme ça, on va avoir besoin d'autres textes pour venir préciser. Donc par exemple, sur ces informations environnementales, on va avoir besoin d'un standard technique qui va expliquer aux émetteurs et aux PSAN, il nous faut telles informations sous tel format, mise à jour sous telle fréquence, etc. Ça, on ne le sait pas encore. Ça, c'est des travaux qui doivent encore être menés, puisque une réglementation, c'est pas un seul texte. C'est un règlement ou une directive, parce que ça, c'est le niveau 1, et c'est la base. Mais derrière, il va falloir préciser plein de choses. Notamment, quelles sont les informations à donner dans le cadre de cette exigence qui tient effectivement en deux phrases dans Mika, mais qui, derrière, en termes d'implication, va nécessiter beaucoup plus de réflexion et de rédaction. On parlait de DeFi, donc le nerf de la guerre, c'est quand même ce buzzword des DAO, des organisations autonomes décentralisées. Quelle compréhension ils ont de ça ? Est-ce qu'ils ont conscience qu'au final, en gros, c'est très compliqué de réglementer une DAO parce que justement, comment tu réglementes Internet ? C'est très très compliqué. Il n'y a pas de tête sur laquelle taper. Donc, est-ce qu'ils ont déjà saisi ça ? Pas encore, ça va arriver. Non, tu leur as pas tout dit d'un coup pour pas les effrayer, mais il y a eu quelques incursions. Oui, il y a un éclair de génie. Ok, donc ça, en fait, en gros, on pourra rien faire. Parce que littéralement, la conclusion, c'est ça. Il faudra trouver d'autres moyens éventuellement de protéger, d'informer, etc. Ou pas, on va voir, mais... Est-ce qu'ils ont conscience de ça, qu'en fait, c'est quelque chose, une DAO, Bitcoin, tu régules pas Bitcoin ? Alors... Ils ont eu quelques idées à l'époque des trilogues sur les DAO. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on en fait ? Là, les DAO vont être traités comme la DeFi. Ça veut dire on va y réfléchir à plus long terme. On repousse un petit peu là, pour au moins avoir un texte prêt pour 2023. Oui, puis pas réglementer n'importe comment. Ne pas demander à ce qu'il y ait une personne... Enfin, la DAO soit une entité légale. Par exemple, à la fin, il faudra voir ce que l'on peut demander, ce qu'il faut demander, mais... Ce qui me fait vraiment penser, excuse-moi je te coupe parce que c'est vraiment un lien, un exemple. Au début d'Internet, c'est une anecdote qui m'avait frappé. Pour ouvrir un site Internet au Royaume-Uni, il fallait une entité légale. Il fallait créer une société pour créer un site Internet.
Aujourd'hui, en 2022, ça paraît complètement aberrant. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on répète les mêmes choses, quoi. Ces nouvelles technologies qu'on ne comprend pas vraiment et on essaie d'en calquer le cadre précédent qu'on a saisi, c'est très confortable, sur le nouveau modèle, sur les nouveaux outils. Mais on sait très bien qu'en fait, les outils vont fracasser le cadre. Parce qu'en fait, ça rentre pas. Nous, on le sait très bien, mais quand on demande à des députés, des régulateurs qui sont sur plein d'autres sujets, qui suivent pas la crypto à 200%. Ah, t'as beaucoup de mérite, hein. Non, t'as beaucoup de mérite. Non, mais c'est le secteur qui est méritant de prendre le temps avec ces autorités-là d'expliquer comment ça marche, parce qu'on peut pas s'attendre à ce qu'ils le devinent ou est-ce qu'ils l'investiguent d'une façon approfondie. Donc c'est pour ça que c'est important pour les parlementaires, les régulateurs, les décideurs d'être en contact directement avec l'industrie et notamment via la DAN pour être bien renseignés. Et là, on peut noter que notre nouveau ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, pour le coup, on a un dialogue relativement étroit et il est très intéressé à écouter l'industrie et il veille vraiment à être tenu informé et à tâter le pouls sur des sujets d'importance où il a besoin d'une expertise. Et du coup, je dis ça parce que souvent on tape sur... des gens tapent sur les lobbies, mais le lobbying, c'est ni plus ni moins faire de la pédagogie et partager les intérêts, parce qu'on connaît mieux l'industrie, auprès de gens qui ont le pouvoir d'encadrer et de soit faciliter, soit entraver le développement d'un business. Donc c'est des synergies qui se veulent vertueuses à la fin, parce qu'il y en a qui ont l'expertise, il y en a qui ont le pouvoir de décision. Et en fait, il faut voir si on œuvre dans la même direction. Bien évidemment que l'écosystème crypto essaie de défendre ses intérêts. Et heureusement. Mais comme n'importe quel secteur, en fait. Bien sûr, et heureusement. Ça veut dire qu'il y a un débat sain entre les personnes pour, contre, ayant des expertises différentes. Mais par exemple, on en revient parce qu'on n'en a pas discuté sur l'histoire des stablecoins. Et je pense que Jean-Noël Barrot est, j'espère... touché par le sujet des stablecoins, et que les stablecoins aujourd'hui, il n'y a pas de stablecoin euro, et les seuls stablecoins euro qui commencent à arriver, c'est des stablecoins qui viennent de nos amis américains, amis pour le moment. Comment ils voient ça et comment ça pourrait évoluer, et est-ce que de nouveau la réglementation MiCA des stablecoins centralisés, les EMT dont tu parlais, c'est ça, hein, est-ce que c'est relativement favorable à l'émergence demain de stablecoins euro, d'acteurs européens qui vont lancer des stablecoins aussi gros que l'USDT, l'USDC, etc. Où en fait la réglementation sera beaucoup trop épaisse, et du coup ils se retrouveront de nouveau aux Bahamas, ils se retrouveront de nouveau aux États-Unis, etc. Si on regarde qui veut porter, si on regarde qui veut porter des projets de stablecoin euro aujourd'hui, à part Tether et Circle. Est-ce que ce sont des acteurs établis? Pas vraiment. On va citer Angle, Loog, Monerium. Et c'est décentralisé. Donc le problème de MiCA, c'est que pour émettre des EMT, on va demander à être établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique. C'est hyper lourd pour des nouveaux entrants. C'est hyper lourd. Quand on dit vraiment hyper lourd, nous du coup dans CleanSat Mining, on essaie de passer toutes les portes de la réglementation en France et en Suisse. On n'avait pas forcément conscience... On nous en parlait beaucoup, la lourdeur administrative, etc. Mais en fait, c'est des frais d'avocat et des semaines et des semaines et des semaines d'aller-retour pour comprendre les textes, pour se mettre en conformité, demander ensuite aux entités de réglementation, etc., de régulation. C'est ça, en fait, la lourdeur d'un projet qui aurait pu être lancé. Alors, c'est bien, comme ça, on ne fait pas n'importe quoi, on fait les choses correctement, etc. Mais en fait, c'est des mois et des mois et des mois de travail, du temps, de l'énergie et surtout des sous. C'est des frais extrêmement importants et une petite structure ne peut pas se le permettre. Oui, et à la limite, ce serait peut-être moins grave si tout le monde était logé à la même enseigne et qu'il n'y avait pas que certains acteurs qui allouaient les dépenses, cherchaient les ressources nécessaires pour se mettre en conformité, mais qu'en face, il y en a qui ne le font pas. Et on parle beaucoup aussi avec FTX de la concentration du secteur, de l'interconnexion entre un petit nombre d'acteurs. Mais en fait, c'est-à-dire FTX, la politique, les liens entre le lobby, je sais pas. L'effet domino, parce que FTX. L'effet de contagion entre les différents acteurs. Et donc on a une question qui inquiète beaucoup les autorités sur la concentration dans le secteur. Mais en fait, si on développe pas une concurrence saine, par nos champions à ces grands champions américains et asiatiques, on risque pas de remédier à ça.
Donc il faut absolument que... Bon, la réglementation, c'est une chose, il faut qu'elle s'applique à tout le monde. Et c'est pas la seule solution si on a aussi comme crainte le risque systémique et l'interconnexion accrue au sein du secteur crypto, mais demain avec les marchés financiers traditionnels. Il faut absolument que ce soit une politique complète de soutien au secteur, encadrée parce que structurer l'écosystème, favoriser les partenariats institutionnels, favoriser l'adoption de masse, protéger les utilisateurs de demain. Mais ensuite, comment on fait pour que, en fait, on offre des alternatives saines? Parce que s'il y avait beaucoup de gens en face qui étaient en partenariat avec FTX, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix avec des acteurs qui pouvaient offrir des services qu'ils cherchaient et aussi compétitifs aussi? Parce que le fait d'avoir des gens qui vont se conformer à la réglementation, faire les dépenses nécessaires, supporter les coûts, ça se répercute derrière sur les frais, sur la tarification. Il y a quelqu'un qui paye. Donc, tu es moins compétitif que celui qui il a chargé sur le bizdev, sur le produit, et sa tarification est plus avantageuse. Donc voilà, il faut que ce soit un arsenal complet. Voilà. Équilibré. Il y a un dernier sujet, Mika, qui était extrêmement important, c'était les fameux unhosted wallets, donc les hardware wallets, qui est un peu la base de cette révolution technologique. En gros, c'est de posséder soi-même ses actifs de manière très pratique. Donc, quand j'ai, pour faire simple, mes bitcoins sur ma clé Ledger, je les possède vraiment. Alors que quand j'ai mes bitcoins sur une plateforme comme FTX, j'ai une créance et j'espère qu'un jour, FTX me les rendra et me les envoie quand je lui demande. Il y avait tout un débat sur les unhosted wallets qui aurait pu être interdit, ensuite traqué, ou... Quelle était la dernière version du texte, du coup, Mika? Alors, en fait, les unhosted wallets ne sont pas du tout traités dans Mika. TFR, exactement. Et TFR, c'est un autre texte qui a été aussi soumis à un accord politique en même temps que Mika. Et c'est des débats qui ont été menés de façon parallèle et c'est souvent pour ça qu'on fait la confusion. Mais le but des autorités européennes, c'est que Mika et TFR arrivent en même temps et s'appliquent en même temps aux acteurs. Donc TFR qui était plus sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ouais, TFR, c'est un des 4 textes de la réforme en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de l'Europe. Il y a d'autres textes qui avancent beaucoup moins vite, mais TFR, on a eu des avancées... le rythme était calqué sur celui de Mika. TFR, c'est de l'échange d'informations entre les plateformes sur les transactions qui sont faites par leurs clients. C'est une réglementation de 2015 qui s'applique au marché financier traditionnel. Donc, c'est pas une réglementation spécifique crypto, mais qui est étendue avec sa révision actuelle au marché de crypto actifs. Si je suis à la BNP, tu es au Crédit Agricole, je t'envoie 1 000 €, le Crédit Agricole dit « T'inquiète, pas de blanche, l'argent il vient de chez moi, Guillaume il est propre, tu peux valider la transaction. » En gros, entre l'Opsan A et l'Opsan B, qui ont chacun des clients qui font une transaction entre eux, chacun des PSAN doit donner les informations requises sur leurs clients et les données de la transaction à l'autre. Parce qu'on a eu un KYC, donc une procédure d'identification, carte d'identité, photo, etc. Et du coup, on sait qui est derrière chaque compte et on sait que t'as pas fait n'importe quoi et d'où vient l'argent. Alors, KYC, c'est encore autre chose que TFR, mais effectivement, on a des informations similaires entre ce qu'on va demander dans le cadre de cet échange d'informations et ce qu'on demande en termes d'identification client dans une entrée en relation d'affaires. Donc, dans les marchés traditionnels, ce qui a été calqué sur les marchés crypto, ce sont entre 2 prestataires que cet échange d'informations est demandé. Effectivement, la problématique qu'on a avec TFR, c'est que les transactions entre un client de PSAN et un unhosted wallet sont également comprises. On a échappé à ce que les transactions entre unhosted wallets entrent dans le périmètre. Donc, TFR ne concerne pas ces transactions. Mais il y avait l'idée, à un moment, qui a été évoquée. Qui était pas faisable techniquement. En plus. En l'occurrence. En plus. Ouais. Donc, on a quand même une interrogation sur comment on fait avec les transactions entre un PSAN, un client de PSAN et un unhosted wallet. J'ai pas vu la dernière version du texte, mais moi, quand j'avais vu, du coup, à l'époque, il y a 8 mois, quand j'avais préparé l'interview, il y avait une grande différence, un grand débat sur... connaître l'identité de la personne qui va recevoir, l'identité du unhosted wallet, ou en tout cas demander à la personne lorsqu'il fait son virement sur Paymium, par exemple, je l'envoie sur cette clé, la personne doit renseigner, je l'envoie à moi-même, ou j'envoie ça à Faustine, ou à Kylian, etc.
et la vérification. Et en fait, le et vérification était subtil, mais en fait changeait tout, parce que de renseigner à vérifier, ça veut dire que la plateforme était responsable d'avoir un moyen de vérifier que l'information que tu me donnes est bonne. Oui. Est-ce que du coup là c'est juste renseigner, ou est-ce que c'est renseigner et vérifier? Et vérifier. Pour les transactions avec un Hosted Wallet au-dessus de 1 000 €, il me semble. Au-dessus de 1 000 €. Donc ça veut dire que si moi je me transfère 10 000 € en Bitcoin sur une clé Ledger, la plateforme va devoir trouver un moyen de vérifier que cette clé Ledger m'appartient bien. Voilà. Bonne chance. En pratique, c'est compliqué. C'était quelque chose sur lequel on a alerté en matière de faisabilité et aussi de respect de la vie privée, de la confidentialité de base. Surtout qu'on avait une demande de tenir compte dans cette réglementation d'outils technologiques nouveaux grâce aux technologies blockchain qui auraient pu permettre de trouver un compromis. Par exemple, toutes les identités numériques décentralisées. On ne s'est pas du tout reposé sur ces outils-là pour adapter la réglementation, alors que c'est extrêmement efficace et ça pouvait résoudre ces problématiques-là. Si tu peux nous en dire plus sur ce sujet. Alors, en fait, plutôt que de demander à un hosted wallet des informations... de vérifier, je sais pas comment techniquement ça va être possible, mais demander, lorsque je me vire des bitcoins sur ma clé Ledger, que Paymium vérifie que cette clé Ledger m'appartient bien. C'est ça. En fait, vérifier qui est derrière l'adresse, effectivement. Donc, si c'est un Ledger ou peu importe. En plus, c'est cette adresse. Donc, une adresse, elle est unique. Elle va changer, en l'occurrence... si tu as une hygiène numérique relativement correcte, c'est relativement facile ensuite... Enfin bref, c'est techniquement infaisable et difficilement traçable. Ça pose des questions de collecte de ces données. Quel est le niveau de sécurisation de ces données que l'on collecte, alors que avec l'identité numérique décentralisée, tu peux prouver sans divulguer, tu peux rester relativement pseudonyme. Enfin, il y avait quand même des solutions de compromis qu'on aurait pu mettre en place, qui bien sûr n'existent pas sur les marchés financiers traditionnels, mais ça serait quand même bien que quand on fait des réglementations pour des nouveaux marchés qui fonctionnent différemment, qu'on trouve des opportunités technologiques applicables à la réglementation et à la supervision. Et en l'occurrence, ça nous semblait être un bon compromis, tout comme les outils d'analyse transactionnelle sont un très bon outil que l'on peut mettre en place dans le cadre de la règlementation, utilisable par les acteurs et utilisable par les superviseurs, mais qui du coup, en renforçant l'efficacité de la réglementation, permet peut-être de rationaliser d'autres règles, d'autres exigences qu'on demandait aux marchés financiers traditionnels, parce que ça n'existait pas. Et en fait, c'est ça qu'on a regretté tout au long des débats, c'était de ne pas considérer que les technologies blockchain, les cryptoactifs, la transparence, la traçabilité, tout ça, on ne s'en serve pas pour rationaliser, pour optimiser les exigences réglementaires. Parce qu'au final, c'est ça qui est incroyable, on considère du coup Bitcoin et les cryptos comme plus risqués que le cash, alors qu'en l'occurrence, c'est beaucoup plus... si tu as les bons outils et les bons tech derrière, c'est beaucoup plus traçable que le cash, oui, mais c'est une idée qui continue de circuler. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut regretter. Il y avait une conférence au Louvre organisée par la Banque de France où il y avait la Banque centrale européenne était invitée, il y avait un certain nombre d'institutionnels et ce sont des idées préconçues qui continuent à être véhiculées dans le cadre de ces conférences alors qu'on sait très bien que c'est faux. Et c'est navrant de voir que ce sont quand même, de mauvaise foi, des idées qui continuent à être... Pas plus tard qu'hier, on en discutait là juste avant qu'on commence l'interview, le rapport de la Banque centrale européenne sur le Bitcoin, qui titre dans un de ses paragraphes, la technologie n'est utilisée que pour des activités illicites. Alors qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui permettent de dire le contraire, et que si on s'intéresse 2 secondes à comment fonctionne les technologies blockchain et les marchés, on se rend bien compte que ça n'est pas valable. Mais on est d'accord, ce sont encore des préjugés qui circulent et qui sont véhiculés intentionnellement. Mais parce qu'ils n'ont encore pas compris qu'il y a une complémentarité entre s'ils veulent faire une monnaie numérique de banque centrale, pourquoi pas, hein, pour autant qu'on respecte... la volonté des citoyens, si on regarde les monnaies numériques retail, à savoir préserver la vie privée, la confidentialité de nos opérations quand même. Donc pourquoi pas MNBC ?
mais c'est complémentaire des stablecoins, des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Et ce sont des choses qui ont des finalités, des calendriers qui sont différents. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre tant au secteur crypto qu'aux banques centrales et aux banques traditionnelles. La cohabitation est possible parce que demain, les institutions financières, peut-être qu'elles appréhenderont dans un premier temps les marchés cryptoactifs par les MNBC. Et pourquoi pas? Mais en attendant, on a besoin de stablecoins, on a besoin de crypto-monnaies pour que les nouveaux marchés de cryptoactifs se développent. Et on les a aujourd'hui et on doit les encourager aujourd'hui. Et il faut encourager une concurrence de stablecoin euro par rapport au stablecoin dollar aujourd'hui. Et c'est pas l'euro numérique qui va venir concurrencer les stablecoins dollars. Donc c'est cette cohabitation, coexistence, complémentarité qu'il faut qu'on continue à pousser, à faire comprendre pour que on ait des débats sains et que on laisse se développer l'innovation. Aujourd'hui, du coup, en conclusion là, de ce package MiCA, quelle est ta conclusion finale et ta sensation par rapport surtout à la concurrence étrangère, par rapport à la réglementation américaine, asiatique, suisse, etc. Le niveau de concurrence qu'on va pouvoir avoir et la compétitivité du secteur européen, y a eu certaines batailles que vous avez gagnées, heureusement. Mais est-ce que c'était suffisant ou est-ce qu'on est quand même mal barré avec ce pack-là? Ça va être compliqué de rivaliser avec les États-Unis, par exemple, qui ont très récemment, là, cet après-midi, je lisais le patron de la CFTC qui annonce que Bitcoin est la seule et unique matière première numérique, enfin, qui va être considérée comme une matière première. Donc, il y a clairement une compréhension là, de ce qui est en train de se passer, relativement avancée. Enfin, je vois mal maintenant, par exemple, un Bitcoin interdit aux États-Unis quand tu as le head of CFTC qui te dit ça. On n'interdit pas une matière première, enfin, si en l'occurrence l'or, mais ça paraît très 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 improbable aujourd'hui. Comment tu le vois du coup dans un futur proche là? Alors le gros point noir, c'est pour nous effectivement cette brèche qui va permettre à des acteurs non conformes à la réglementation européenne de s'adresser au public européen. Donc MiCA, à la fin, bon, en plus, on a obtenu que la DeFi soit exemptée, que tous les NFT ne soient pas des actifs numériques. On a évité des règles disproportionnées sur la question environnementale. On a pour les PSAN un cadre qu'ils comprennent très bien parce que c'est issu de standards traditionnels et en France, on les avait mis en place avant. Donc on a quand même quelque chose... bon, ça aurait pu être pire. D'équilibré, sauf sur le volet stablecoin. Mais parce que les enjeux de souveraineté monétaire associés au stablecoin n'ont pas été compris. Et sauf sur cette reverse solicitation, qui est le véritable problème. Donc, outre la réglementation, puisque de toute façon, MiCA est désormais finalisé en cours d'adoption, demain, qu'est-ce que la supervision ? Hier, il y avait une réunion exceptionnelle sur FTX en Europe. Donc, c'était les parlementaires européens, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers qui ont débattu. On avait remonté plusieurs points qui auraient été intéressants d'être évoqués dans le cadre de cette réunion. Et on a des parlementaires qui ont porté notamment ce point sur la reverse solicitation avec notre question. Très bien, vous avez décidé de laisser cette brèche ouverte. Comment vous contrôlez ? Comment vous êtes sûr qu'aucune concurrence déloyale ne va pouvoir être réalisée à l'encontre de nos champions, qui sont les plus sûrs, les plus crédibles, et ceux qui garantissent à des utilisateurs demain d'investir dans les marchés cryptoactifs en toute sérénité, et puis avec les protections et garanties nécessaires si ça se passe mal. C'est une question qui n'est pas résolue. Et c'est une question qu'il faut absolument résoudre avant l'entrée en application de MiCA. Parce que sinon, encore une fois, tout accident, comme on a pu le voir, pourra survenir. Ouais. Et à la fin, c'est délétère pour notre économie, pour notre tissu d'entreprise crypto, et pour les utilisateurs, parce que les garanties ne sont pas là. Les objectifs réglementaires, on va pouvoir les atteindre si on a les bonnes réglementations, ça, c'est bon. PSAN, MiCA, ça c'est bon. Protection de l'investisseur, lutte contre la criminalité financière, lutte contre les abus de marché, ça c'est bon. Mais pour les faire appliquer, quelle est la supervision ? Surtout si on n'a pas des régimes équivalents partout, parce qu'on est en avance. C'est pas comme la reverse solicitation dans le monde financier traditionnel. Peut-être que ça peut s'entendre, mais parce qu'on a des réglementations financières un peu partout. Bon, il y a toujours des juridictions où il y a moins de réglementation sur absolument tout, mais
Sinon, on a quand même bien une espèce d'harmonie pas parfaite. Mais sur les marchés de cryptoactifs, en France, en Europe, on a tout fait en avance. Et en face, on n'a pas des standards aussi aboutis. Donc on peut pas, en fait, compter sur la reverse solicitation, qu'elle soit respectée. Et que s'il y a bon, il n'est pas en conformité, mais il adresse un peu le public français, à la limite, il est réglementé chez lui, donc ça va. Mais en fait, là, c'est pas le cas. Parce que le marché crypto est fondamentalement sans frontières. Enfin, c'est... Bah, déjà, mais parce que c'est plus récent, donc nous, on a voulu aller vite et on dit pas que c'est mal, hein, parce que réglementer, ça a des intérêts pour beaucoup de choses. Mais si on réglemente tout le monde de la même façon. Donc, comme on a voulu aller vite... On en revient à la question initiale et à ce qu'on disait. Est-ce que tu le penses, c'est une question difficile pour toi, mais est-ce que vraiment, dans un secteur qui bouge aussi vite et avec une telle concurrence et aussi globale, est-ce que c'est pas plus dangereux de réglementer que de ne pas réglementer? Au final, est-ce que l'autorégulation, par exemple, FTX, je peux te dire que les personnes qui se sont fait claquer dans les doigts aujourd'hui, ils s'y prendront pas à deux fois. Voilà. Ou en tout cas, ils sont idiots. Ils se prennent au prochain cycle, c'est vraiment, ils ont rien compris. Donc l'autorégulation, au final, laisser faire le marché. Alors c'est très dur à entendre, mais d'avoir une concurrence saine en interne, des acteurs qui peuvent se développer. Et c'est très compliqué parce qu'au bout d'un moment, un réglementaire, il doit justifier de son salaire, donc il doit faire des règles. De nouveau, c'est une question un peu difficile, mais qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que c'est pas... Est-ce que la question, c'est pas de réglementer, c'est plutôt... C'est dangereux de trop réglementer. C'est d'être trop strict, parce que c'est dissuasif. Donc c'est là où tu pousses des gens à aller ailleurs, où c'est moins dur, plus flexible. Donc la question, c'est plutôt de réglementer de façon adaptée et proportionnée. Et c'est marrant de parler de ça parce qu'on a aujourd'hui des gens qui appellent à la non-réglementation du secteur, mais pas pour la raison que il faut laisser l'exploration de ces sujets parce que c'est nouveau, parce que on est encore dans une phase de maturation, mais plutôt parce que sans réglementation, il y a beaucoup de gens qui pensent que les cryptos vont complètement s'effondrer parce qu'ils ne vont pas se structurer et que prochain accident... Donc c'est marrant peut-être ça, parce la stratégie que de communication à faire. Finalement, pas pour des bonnes raisons, mais ou pour des mauvaises raisons, pour des gens qui n'ont pas foi dans la crypto, ils vont appeler à non réglementer. Donc, mais laissons-les faire. Je ne sais pas si c'est la solution. Donc il y a peut-être un entre-deux entre non réglementé et trop réglementé, mais réglementé en adéquation avec le stade de maturité du secteur, les risques réels. C'est-à-dire on va pas réglementer... c'est effectivement, si on pense que les cryptos sont le meilleur véhicule de blanchiment et de financement du terrorisme, c'est évident qu'on va avoir des propositions hyper strictes en matière de LCBFT. Mais du coup, si le risque n'est pas celui-ci, et où est-ce qu'il se matérialise, c'est comme ça qu'on fait une bonne réglementation et qui, à la fin, est pas compliqué à faire appliquer et qui est efficace. Donc, je pense que c'est cet entre-deux, cet équilibre très savant qui est certainement compliqué parce qu'on est sur une nouvelle matière, un fonctionnement différent qui est encore peut-être difficile à appréhender pour des autorités, des régulateurs. Mais c'est que ça qui rendra la chose efficace. Trop réglementé, on laisse les gens partir. Non réglementé, en termes de protection des investisseurs, je suis pas sûre que ce soit souhaitable. Trouvons le juste milieu. Et ce juste milieu, du coup, ça m'amène à ma dernière question. Quelle est votre réflexion, vous, à la DAN, sur cette stratégie de communication, cette stratégie d'influence? Alors, je vais pas te parler de lobby parce que c'est très connoté négatif, mais c'est quand même des techniques de persuasion, de comment propager une idée, de comment convaincre. Est-ce que ça, vous en discutez au sein de l'équipe? Toi, quelle est ta vision sur l'influence, l'impact que tu as sur, par exemple, le Parlement européen ou les politiques français, etc. Je distribue des chèques. Ça serait bien. Voilà. Ça serait peut-être moins de boulot. Ça marcherait mieux. Ça serait moins de boulot. Quand on voit la façon dont Mika a pu évoluer au fil de l'eau, à savoir, au début, on interdisait les DeFi, on interdisait le minage, on disait que les NFT étaient dans Mika. Bon, vu le résultat, on peut quand même être satisfait que la voix du secteur soit écoutée, et notamment au travers de la DAN.
Je pense que ce qu'on fait depuis presque 3 ans, parce qu'on va bientôt fêter nos 3 ans, c'est établir une relation de confiance et constructive avec les autorités. Parce que à la fin, on va avancer tous vers le même objectif. Donc déjà, c'est trouver ces objectifs ensemble, qui sont nous, on veut que le secteur se développe de façon saine et avoir des champions. Une adoption des cryptoactifs passe par un cadre qui est rassurant, donc notamment la réglementation. Pour les régulateurs, il peut y avoir d'autres questions. La fiscalité, comment on fait pour que ça soit... on arrive à capter des richesses et en même temps favoriser le financement de l'économie réelle et en même temps être pas trop lourd pour le contribuable. Bon, là, on va avoir des propositions en ce sens. C'est des sujets qui sont délicats, donc il faut être patient pédagogue et entretenir des relations durables. Et dans des situations comme FTX, avoir une analyse non biaisée et objective, c'est-à-dire on va être rassurant, mais on va pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème non plus. Et là où ça peut être compliqué, c'est quand on a des propositions divergentes de réaction. Par exemple, on entend sur FTX... Une des réponses qu'on entend, c'est de rendre l'agrément français obligatoire. C'est absolument pas la solution propice pour le secteur, absolument pas. L'AMF ne sera pas plus staffée pour autoriser des agréments. Donc tout ce qu'on va faire, c'est interdire aux acteurs français d'exercer, alors que c'est les plus crédibles. Donc en fait, on va réduire l'offre et mettre les Français en face des acteurs les moins sérieux. L'agrément, il y a des raisons pour lesquelles les acteurs n'arrivent pas à les avoir. Il y a plein de blocages. Il n'y en a toujours aucun aujourd'hui? 8 mois. Toujours aucun. Ok. Il y a des enregistrés PSAN, mais il n'y a aucun agrément PSAN. Il y a presque 60 PSAN enregistrés, mais il n'y a toujours pas de PSAN agréé. Mais parce qu'il y a des bonnes raisons. Aujourd'hui, un PSAN ne peut pas trouver une assurance responsabilité civile professionnelle. Et c'est une des conditions de l'agrément. Donc oui, c'est bloquant. Donc ça peut pas être une solution. Donc quand par contre on est... Enfin là, ça va être des débats plus compliqués parce qu'on n'a pas du tout la même vision de la leçon à tirer de l'affaire. Ensuite, ça veut dire que ça va être des longs débats. Mais le fait d'avoir une relation de longue date, je l'espère, va nous permettre d'achoper sur la bonne solution. Donc c'est du travail dans la durée qui est en plus pas forcément visible, qui, quand on a des victoires, elles se voient pas toujours. Une des victoires qu'on n'a jamais vues, c'est que au début, les DEX, les échanges décentralisés, étaient complètement interdits. Dans le cas, il y avait une ligne, un CASP non-compliant, ils appelaient ça. Ce sont telles entités, et il y avait les DEX dedans. Ça, c'est jamais sorti dans Mika, dans aucune version qu'on a vue publique. Parce que on a réussi à le faire retirer avant. Donc c'est ça qui peut être parfois difficile aussi, c'est que on œuvre souvent dans l'ombre. Les gens critiquent les choses qui restent, qui sont négatives et vous n'avez pas forcément réussi à enlever, mais ils ne voient pas tout le travail en amont. C'était bien pire il y a quelques mois, c'est ça. Oui, on a vu des versions plus salées, effectivement. Comment vous êtes soutenu, parce qu'on en parlait la dernière fois, vos membres, ce sont des entreprises qui cotisent et qui vous aident financièrement, parce qu'à un moment donné, tu dois payer ton loyer. Est-ce que vous êtes assez soutenu? Il y a 8 mois, on avait discuté de vos moyens, de vos ressources, etc. Est-ce que comment tu sens la situation? Est-ce que le secteur crypto francophone devrait plus se mobiliser? Toujours plus, j'imagine? Alors, toujours plus et encore plus avec l'actualité. La crainte qu'on a, c'est qu'effectivement, avec le contexte difficile de marché, ça soit pas forcément une priorité de soutenir l'association ou de rester membre, mais en fait, justement dans le contexte de cette actualité, c'est d'autant plus important qu'on soit aux côtés des autorités publiques pour répondre à leurs questions. Là, sur FTX, on répond aux questions, on est sollicité et sollicitable pour pouvoir apporter des solutions, apporter notre vision. Et c'est d'autant plus important parce que sinon, qui porte la voix du secteur, en fait? Donc, au contraire, en ce moment, il faut encore plus porter notre voix. Donc, j'espère que c'est quand même... que les acteurs vont comprendre que même si c'est difficile, même s'il faut rogner sur quelques lignes du budget, la DAN, c'est un acteur incontournable pour défendre leurs intérêts. On va avoir 3 ans, on a quand même un bon bilan à notre actif sur des actions qu'on a pu mener,
et les combats sont pas terminés. C'est par les fenêtres. Ouais. Bah, quand on voit Mika, bien sûr, ensuite on ne voit pas tout ce qui arrive en matière de nouvelles réglementations qui vont s'étendre au-delà du secteur financier sur des sujets cyber, sur des sujets environnement. Donc le travail se démultiplie pour nous en réalité. Donc en termes de ressources, je recrute actuellement. On compte bien sûr. Où est-ce qu'on peut te contacter s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui nous regardent? Ou est-ce que c'est quoi adresse mail de l'ADAN sur le site internet? Oui, c'est ça. Alors notre site internet c'est adan.eu. Donc d'ailleurs vous pouvez trouver tous les travaux que l'on mène, nos actualités mois après mois. C'est sur cette page qu'on peut adhérer, qu'on peut nouer des partenariats. C'est quelque chose qu'on a ouvert aussi. Ou tout simplement faire un don à l'association. Et très récemment, on a eu le soutien de la fondation Cosmos qui nous a octroyé une grante justement pour développer d'autant plus les affaires européennes. Donc je remercie encore la communauté Cosmos pour ce soutien vraiment substantiel qui va permettre de staffer l'équipe et donc soulager les permanents actuels de l'ADAN qui sont surmenés. Donc il faut absolument qu'on soit encore plus nombreux à œuvrer parce que le travail ne fait que commencer en réalité. C'était les mots parfaits pour conclure. Merci beaucoup Faustine, merci pour tout ce que vous faites à l'ADAN et puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.